La situation économique actuelle du club nous a permis de tenir notre meilleur joueur. Les joueurs avec les valeurs marchandes les plus importantes, on est en capacité maintenant de tenir tous ces joueurs et c'était un choix du club. Il y a des différentes offres qu'on a refusées pour des joueurs importants, mais on voulait tenir cette situation parce qu'on voulait bien gérer la situation économique. Il y a des questions dans l'économie du football. L'économie du football, ça ne se mesure pas avec l'achat et les ventes des joueurs. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a les paramètres des salaires, l'amortissement, il y a les paramètres de comment est-ce qu'on fait des sponsors. Finalement, il y a des questions que pour moi sont les deux indicateurs les plus importants dans le football. C'est la trésorerie et c'est les résultats nets comptables à la fin de l'année, à la fin de la saison. Dans ce moment, on est dans une très bonne position. Il y a des différentes questions, Champions League, de l'argent des CBC, des différentes questions qui permettent d'améliorer la situation des clubs français. Il y a la situation aussi à la fin de la saison qui s'est relationnée avec les résultats d'exploitation pendant la saison. Dans ce moment, on considère que nous sommes dans une position confortable. Ça serait plus confortable s'il y a l'en-vente, comme on avait fait, devant Badien, spécialement parce que c'est un plus-value net sur notre bilan avec un joueur qui l'était acheté au-dessus de 300 000 euros, etc. Ça te pose un plus-value net que ça te permet d'améliorer ton résultat économique à la fin de la saison. On est favorable. On est dans une situation que peut-être que les résultats sportifs, ça te pourra améliorer la situation. On a encore un mercato d'hiver, on a encore un mercato avant le 30 juin, et on considère que nous sommes dans une situation positive pour faire un très bon résultat économique à la fin de la saison. Fabrice, s'il te plaît. Bonsoir Pablo. Il y a eu beaucoup d'arrivées, 12, il y a eu aussi beaucoup de départs. Beaucoup de supporters s'interrogent sur l'un d'eux, sur celui d'Arkadiusz Milik. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vous a poussé à vous séparer d'Arkadiusz Milik pour un prêt avec option à la Juve? Bonjour. La question sur Arkadiusz Milik, c'est une question de profil. Ce n'est pas une question de niveau. Finalement, c'est un joueur qui joue avec la Juventus. Premier match, il arrive avec seulement un entraînement, il arrive, il joue. Deuxième match, il rentre à le terrain, il marque. Je crois que mettre en discussion, comme on a toujours fait le niveau des joueurs, c'est difficile. C'est une question plutôt de profil. On a cherché de nous adapter toujours à la nécessité du coach et à ce qu'on voulait mettre en place, avec un style de jeu très particulier et on peut dire que très marqué, qu'on commence à voir avec l'équipe qu'il cherche de mettre en place notre coach Igor Tudor, avec lequel nous sommes très contents, particulièrement. En question de profil, c'est toujours en discussion dans le football à niveau philosophique. Qu'est-ce que tu préfères, avoir le niveau des joueurs ou avoir les joueurs les plus adaptables au ton système de jeu? Ma réponse sera toujours avoir les joueurs les plus adaptables à ton système de jeu. Si dans le même moment, tu peux avoir un joueur de niveau, c'est important, mais ça te pose une autre question philosophique dans la création d'une équipe et dans la gestion psychologique d'un groupe. On considère que les salaires les plus hauts dans l'effectif doivent être les joueurs les plus importants à l'intérieur de l'effectif. Pour moi, ça c'est de la santé à l'intérieur d'un vestiaire. Quand tu te regardes dans un vestiaire, tu vois tes coéquipiers et tu te penses, je suis bien payé avec ma fonction dans l'équipe ou non? Ça, c'est le motif de notre décision. Et spécialement de pouvoir placer dans un des meilleurs clubs à niveau européen, on tient la valeur des marchands des joueurs en chercher de toujours tenir les valeurs dans le futur des joueurs, spécialement avec un joueur qui, par le moment, à la Juventus, avec son dernier match, il est en train de performer. Xavier, s'il te plaît. Bonjour Pablo. Bonjour Boar, mais tout d'abord, première question individuelle sur un joueur, notamment Bamba Dieng. Est-ce qu'on peut concrètement savoir qu'est-ce qu'il en est dans tout ce dossier finalement? Merci. Bon, je crois que tout le monde lit les réseaux, les journaux, les nouvelles. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un joueur sous contrat avec l'OM, qu'il y avait un accord entre clubs et que maintenant, c'est un joueur que l'accord qu'on avait, ce n'était pas acté entre clubs. C'est un joueur qui est sous contrat avec l'OM, qu'il doit continuer dans notre effectif, c'est normal. On connaît les trois qui sont les joueurs professionnels. Dans le moment qu'il revient, il aura tous les trois, comme tous les restes des joueurs. Et ça sera une décision sportive du coach, comme avec tous les autres joueurs qu'on a à l'intérieur de l'effectif. Si de faire jouer ou pas, ça c'est une question, mais la chose importante,
C'est la logique. Aujourd'hui, à 7 heures de septembre, c'est un joueur de l'OM. Michel, s'il te plaît. Pour toi. Vous avez récupéré Harit, bon celui-là vous le connaissez déjà. Est-ce que c'est vraiment celui-là que vous vouliez ou est-ce que c'est encore une fois un choix par défaut parce que d'autres éléments n'ont pas pu être récupérés? Bonjour. La question d'Harit, c'est une bonne question et ça parle de comment on voulait acter sur le marché avec la patience et on peut dire de trouver le bon moment de faire les opérations. À dire la vérité, avec la situation d'Amin, c'était une situation qu'on parlait avec Igor depuis le moment qu'il arrivait. On toujours a le nom d'Amin, spécialement parce qu'on connaît très bien Amin. Amin, c'est un joueur de déséquilibre. Dans notre effectif actuel, on n'a pas beaucoup de joueurs capables de dribbler, d'avoir des déséquilibres. Dans beaucoup de matchs, c'est un profil de joueur que c'est très intéressant à voir dans son effectif. Il l'a démontré pendant la saison dernière en étant un des joueurs importants dans les trams finales de la saison pour nous qualifier en Champions League. On a cherché toujours d'avoir cette idée d'Amin et on a compris que dans les derniers jours de mercato, on aurait une possibilité d'avoir les joueurs dans une situation économique les plus favorable. Ça, c'était le motif pour lequel on a attendu jusqu'à la fin. Mourad, s'il te plaît. Bonjour Président. Alors vous avez parlé de l'équilibre économique et notamment des différentes composantes importantes qu'il faut prendre en compte. Il y en a une qui est très importante à l'OM, c'est la place de la masse salariale depuis plusieurs saisons. Elle est trop importante par rapport aux revenus du club. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est la masse salariale du club et notamment par rapport un peu à la saison 2020-2021 que votre ancien coach André Villas-Boas décrivait comme un peu la fin d'un cycle. On sait que la masse salariale était très importante à ce moment-là. Est-ce qu'actuellement la masse salariale est plus importante, moins importante, au même niveau? Et quel est votre regard sur ce sujet généralement? C'est une question importante sur l'économie du football. Pour moi, un indicatif simple de la masse salariale, c'est un indicatif que c'est un chiffre. Comme tout chiffre, il faut mettre dans un contexte en général. Quel est le contexte actuel du club? Pour moi, la masse salariale, pour la santé économique d'une équipe, il doit se situer, pas seulement la masse salariale, parce que qu'est-ce que signifie la masse salariale? On peut acheter des joueurs à 1 million d'euros et payer 10 millions d'euros net de salaire. Ou on peut payer un joueur 100 millions d'euros et lui payer 500 000 de salaire. Qu'est-ce que ça change? La question importante, c'est de mettre tout ensemble. Des amortissements annuels des joueurs, des salaires des joueurs, charges sociales, commission agent, et tous les coûts opérationnels du club, des scouting, salaire du coach, etc. Ça, mettre en considération tous les ventes que tu as fait, les plus-values, spécialement en train de diviser, parce que si on prend les plus-values nettes que tu fais pendant une saison et tu la mets ça c'est pas un équilibre de santé du club. Tout en contexte, normalement, on fait les calculs avec les plus-values des joueurs pour ça que tu vends, on cherche de diviser en 300. Ça doit correspondre pour la santé d'un club entre les 60 et les 70% de tous les revenus que tu as en total du club. Ça, c'est comment on comprend le football, de chercher de donner entre un 60 et un 70% de l'activité du club aux sportifs. Parce que nous sommes un club de football. On a mis le football dans les centres de projet. C'est normal que les 70% des revenus du club soient destinés à tous ces conglomérations entre amortissement, salaire des joueurs. Maintenant, pour les calculations qu'on avait fait hier soir, plus ou moins, nous sommes autour de 69%. Ça veut dire qu'on est dans un bon ratio. On est en limite, parce qu'on a pris la décision comme club de porter le club dans une situation un peu de risque, parce qu'on perd aussi les résultats sportifs, mais à l'intérieur d'un bon ratio de santé économique. Romain. Et seulement si on prend les... Pardon. C'est bon. Et si on prend, pour donner toutes les explications, parce qu'on a dit, ça limite de temps, ça limite de questions, on va tout expliquer. Et si on prend toute la masse salariale du club, cette saison, il y a une forte amélioration, mais c'est lié surtout à des questions. En question qu'il y a 3 joueurs la saison dernière qui sont à placer en partie de leur salaire qu'il va computer avec la masse salariale de cette saison. Okay? Il y a la deuxième question, qui sont toutes les primes des joueurs qui sont liés à la Champions League.
bien en façon individuelle, qu'il y a beaucoup de joueurs qui, par contrat, ils sont en cas de jouer les 50% des minutes de qualification en Champions League, qui sont en prime, qui viennent à computer sur la masse salariale de cette saison. Et il y a aussi la question des primes collectives, que cette saison, ça se situe autour de 4 millions d'euros. Romain, du coup, s'il te plaît. Oui, bonsoir Pablo. Je voulais revenir sur le volet des ventes. Alors, les achats, on a compris, et ça a été plutôt bien géré, donc c'est pas vouloir pointer à tout prix ce qui va pas, c'est juste pour comprendre. L'OM a fini deuxième, il n'y a pas de championnat de vente, mais l'OM a fini deuxième du championnat. Et c'est le défenseur du quatrième du championnat, à savoir Naïef Aguerd, qui a été recruté par West Ham pour 35-40 millions d'euros. Et l'OM, le défenseur de l'OM, Douye Chaetatsar, est parti le dernier jour du mercato pour beaucoup moins. Chaque club a réussi à faire des ventes comme ça en France. Lyon a vendu Lucas Paqueta. C'est pas pour dire on est jaloux des autres clubs, c'est juste pour comprendre pourquoi les autres clubs de Ligue 1 arrivent à vendre des joueurs très chers. Et on a l'impression qu'à chaque fois, l'Olympique de Marseille, et ça dépasse le cadre de votre présidence, c'est pas le cas. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que il faut passer par les bons agents, les bons intermédiaires pour ce championnat et qu'on se refuse peut-être à le faire? Voilà, quelle explication avez-vous à ça? Dans quelle position a fini Chelsea la saison dernière? Je pose la question à l'équipe qui a gagné la Champions League il y a 2 saisons. Ils sont vendus à 53 millions d'euros cette mercato. L'analyse est plus grande. C'est pas dire d'un joueur, un club, un autre club. Pour moi, c'est une question liée spécialement au niveau des joueurs que tu vends. Ça, c'est la première chose. Niveau, c'est toujours niveau. Deuxième chose, pour moi, c'est la duration du contrat des joueurs que tu vas vendre. Ça, c'est une question aussi que ça te met le prix. Troisième question, les salaires que tu as à l'intérieur du club. C'est vrai, on peut poser beaucoup de réflexions, on peut se poser beaucoup de questions sur la masse salariale de l'OM. Si c'est une masse salariale pour ton niveau, c'est pas une masse salariale pour ton niveau, spécialement parce qu'on considère qu'à niveau de masse salariale, on se peut positionner entre les 30 meilleurs clubs européens à niveau de masse salariale. Si on ne compte pas la Premier League, vraiment, ça devient chaque saison un championnat différent. Pour moi, c'est plutôt lié. Niveau, duration du contrat. Niveau des salaires des joueurs, c'est plus facile de vendre un joueur avec un salaire plus faible que vendre des joueurs avec des salaires plus chers. Parce que normalement, tous les clubs ont fait les calculations. Si tu dois payer beaucoup de salaires, tu paies moins de transferts. Pour moi, c'est une question liée surtout à la dimension de chaque club, le niveau des salaires, spécialement le marché, il te met le prix, que le club il vient t'acheter des différents joueurs, les profils des joueurs que tu as. À titre individuel, je pose la question. Je crois qu'aujourd'hui, dans le football, les joueurs qui se vendent les plus chers, et peut-être aussi un des motifs de changement qu'on a mis à l'intérieur des clubs, sont les joueurs les plus physiques. Je crois qu'à niveau de physique, les joueurs physiques, ils sont à un niveau d'attiration dans les marchés, spécialement parce que les marchés qui achètent plus joueurs, c'est la Premier League. Dans ce moment, si tu as plus de joueurs physiques, je crois que tu as plus de possibilités de vendre des joueurs à la Premier League. On a pris la direction aussi de jouer ce type de football. On jouait un type de football complètement différent et c'est vrai que ça met en place les valeurs de marché de beaucoup de joueurs techniques. Mais on voulait aussi, et on a pris la décision de partir vers une direction physique pour être plus compétitif, mais aussi parce qu'on croit que dans le marché actuel, la situation des joueurs qui sont la composante technique et la composante athlétique, ils peuvent prendre beaucoup plus de marché. Spécialement, on a vu les valeurs de marché des joueurs de Hellas Verona pendant cette saison, ça a augmenté beaucoup. Michel, s'il te plaît, Aliaga. Bonsoir, Président. Quand on discute avec les supporters, les observateurs innombrables de l'OM, ils disent tout. Pablo Longoria, c'est un magicien, c'est un phénomène, il est extraordinaire. Et les mêmes disent, en revanche, on n'a pas très bien compris la gestion du cas Bamba Dieng. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui, par exemple, avez dit à Igor Tudor, bon, on le met à l'écart pour peut-être le vendre? Est-ce que hier, ce qui s'est passé à la visite médicale, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé? Est-ce que vous étiez en colère aussi vis-à-vis du président de Leeds? Est-ce que vous allez peut-être aussi, même si vous avez dit que c'était un joueur de l'OM, essayer de le vendre dans les autres mercatos qui ne sont pas terminés? Et puis, dernière question, beaucoup s'interrogent aussi pourquoi peut-être avoir pris Luis Suarez pour à peu près la même somme que vous obtiendrez pour Bamba Dieng, qui est un attaquant extrêmement prometteur.
Est-ce que vous pouvez répondre un petit peu à tout ça? Bon, on commence de la fin et on commence à faire toute l'histoire. Il faut dire une chose. Pour ma vision de football, la vision aussi qu'il a Igor Tudor, dans le moment qu'un président il doit prendre une décision sur un joueur dans l'effectif, dans ce moment, le président et le coach, il doit partir. Je le vois comme ça. Le président, il doit faire le président. Le coach, il doit faire le coach. On a pris seulement une décision, tout le monde ensemble. Coach, nous comme équipe de direction, aussi avec les propriétaires, que c'était qu'aucun joueur il serait dans son dernier an de contrat dans sa façon de libérer. Ça, c'est l'unique décision qu'on a prise, mais on l'a pris tous ensemble. Jamais on a pris la décision de mettre à l'écart un joueur, spécialement parce qu'avec quel motif? 2 ans de contrat, Valentin Rongier, il a 2 ans de contrat, Pape Gueye, il a 2 ans de contrat. C'est pas logique, spécialement parce qu'on part d'un joueur qui a de la performance de la saison dernière, on part d'un joueur qui est champion d'Afrique avec le Sénégal, un bon joueur. Il y a un changement. Comme dans tous les changements, il y a des gens avec une capacité s'adapter à la nouvelle situation. Et après, c'est le coach à décider dans chaque moment quel joueur il va avoir à disposition dans son effectif. C'est au coach de faire les choix techniques chaque week-end, chaque match amical, chaque entraînement. Si ça ne serait pas comme ça, un club de football jamais peut fonctionner. C'est ma vision du football. Passe à la question de pourquoi on a recruté Luis Suarez dans sa position de Bamba Dieng, simplement parce qu'on considérait que c'était la meilleure option pour améliorer l'effectif. C'est une question de profil. C'est une question, on a considéré comme équipe de direction, le temps dira. Simplement ça. Après, dans tous les jours de notre vie, on prend tous les jours la décision qu'on considère la correcte. Parfois, ce n'est pas la plus correcte. Mais on est convaincu qu'on a pris la bonne décision. On est très content avec Luis Suarez. C'est un bon joueur, c'est un bon profil pour ce qu'on recherchait. En plus, les nombres d'attaquants qu'il y a en circulation, spécialement avec une tranche d'âge entre 22 et 25 ans, ce ne sont pas beaucoup. Visite médicale, Bamba Dieng, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, et c'est simple, ce sont des différentes visions médicales. Il n'y a pas d'autre. Différentes visions médicales. C'est ça qu'on peut dire. Nice, il considère dans sa visite médicale, notre docteur considère une autre chose. Les joueurs, il n'a pas eu de blessures musculaires, des blessures la saison dernière, seulement avant le dernier match contre Strasbourg, que dans l'entraînement, il a cherché de faire un talonnade. C'est une bêtise, lui-même il a reconnu pour faire un talonnade, il s'est blessé ici dans les tendons, derrière. J'ai le même cas avec Condorvia dans un match avant Manchester United à Valence, la même blessure. Je lui dis de tout aussi. Non, tu ne peux pas faire des talonnades comme ça. L'unique. Et notre docteur, depuis le moment qu'il est arrivé au club, pour les centres de formation, après il est passé pour les premières équipes, dans tous les tests médicaux qu'on fait, nos docteurs l'ont considéré apte pour l'autre niveau de compétition. Les docteurs de l'équipe de Sénégal l'ont considéré apte pour l'autre compétition avant de la Coupe d'Afrique. Ils ont gagné. Zéro blessure pendant la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait passer hier, mais il y a des différentes visions médicales sur les joueurs. Ça, c'est la réalité. Colère, pas colère, non. Simplement, il y a un accord. On a arrivé à un accord avec la journée d'hier, qui c'était un peu classique journée du dernier jour de Mercato. Il y avait un accord. Les joueurs, ils voulaient aller à Nice. C'est son choix. On a trouvé un accord entre clubs. Après l'accord, ce n'était pas acté. Dernière question, c'était, il y a encore des mercatos. Est-ce que c'est une possibilité, que même si encore une fois vous avez dit que c'était un joueur de l'OM, que Bamba Dieng soit recruté comme joker par la club, qu'il aille en Turquie ou au Portugal? Les jokers sont ouverts jusqu'au 31 décembre. Le marché en Turquie est ouvert jusqu'à 8 septembre.
Portugal, 22 septembre, si je ne me trompe pas, il y a des marchés ouverts. Constant, s'il te plaît. Bonjour Pablo. En juillet, sur une question sur la feuille de route fixée par Franck McCourt, tu disais que tu voulais créer un football cohérent, un football que tu appelais soutenable. Alors tu l'as dit, vous êtes en bonne position économique. Ma question est assez simple. Est-ce que ça signifie qu'à la fin de la saison, les comptes de l'OM seront dans le vert? On travaille pour ça. On travaille pour ça. Ça, c'est un des objectifs. Améliorer l'équipe, avoir des résultats sportifs, avoir des résultats économiques. Maintenant, on est dans la position de dire que pendant toute la saison, on va chercher de travailler en ça. On a expliqué les différents paliers qu'on peut mettre en place. Il y a de différentes choses. De la vente des joueurs, de trouver des sponsors, d'avoir plus de résultats sportifs. C'est que la compétition européenne, ça te ramène de l'argent. Continuer dans une compétition européenne, ça te porte de la billetterie, ça te porte des droits de télé, les market pools. Il y a de différentes questions. Il y a aussi une question dans laquelle nous sommes très contents et je tiens à remercier tous les supporters pour l'ambiance positive qu'ils mettent au stade. On parle avec un stade pratiquement plein. Ce n'est pas une question que c'est hors du budget qu'on a prévu, parce qu'on cherche toujours dans la vie d'être conservateur quand on doit faire des prévisions économiques, mais c'est vrai que les résultats économiques liés maintenant à la billetterie, avec la campagne d'abonnement qu'on a fait, avec tous les chiffres des spectateurs au stade, sont plutôt positifs. C'est pour ça que nous sommes contents, nous sommes confiants de que le club il va prendre une bonne route et une bonne direction économique. Nicolas, s'il te plaît. Ouais, l'inconvénient d'être au fond de classe, c'est que parfois le micro arrive tardivement. Mais il me reste une question que vous pourrez peut-être considérer comme anecdotique. Pendant ce mercato, il y a eu une grosse rumeur Ronaldo. Voilà, qu'est-ce que, en tant que président, vous en avez pensé? Est-ce qu'il est vrai que ça vous a contrarié? Ça a contrarié. C'est pas Ronaldo, c'est comme si on a répondu toute la journée. J'étais contrarié, à dire la vérité, les jours de tirage au sort de la Champions League. On joue la Champions League. On fait un travail sérieux. Positif, négatif, tout le monde a un choix de comprendre si tu fais bien les choses, pas bien les choses. Mon cher, de travailler dans la sérénité. Quand on travaille dans la sérénité, on explique bien les projets. Depuis les premiers jours, on dit c'est les résultats économiques, c'est les résultats sportifs, chercher d'améliorer l'effectif. On cherche de tenir tout le monde ensemble dans un masse salariale cohérent, avec pas beaucoup de différences de salaire des joueurs. Ça ressemble parfois qu'on peut parler 50 000 fois. Mais un rumeur, il prend plus de hauteur que parler 50 000 fois. Et ça dérange. Florent, s'il te plaît. Oui, Président, je ne vais pas faire le coup de... Bonjour Pablo. Je ne vais pas faire le coup de vente OM après Ronaldo OM, mais je voulais quand même vous poser une question sur vos relations avec Franck McCourt, l'actionnaire, et son ambition à lui, vu que vous êtes en échange constant avec l'actionnaire. Est-ce que vous sentez dans son discours que dans les années à venir, qu'à court terme ou moyen terme, l'OM va pouvoir peut-être retrouver un petit peu l'ambition véritable de disputer le titre, d'aller loin en Ligue des Champions, ou est-ce que ça, c'est... dans les conditions actuelles, tout simplement impossible, parce qu'à Marseille, les supporters rêvent, veulent retrouver des titres. Vous avez beaucoup d'idées sur le marché des transferts, mais vous êtes parfois peut-être évidemment bridé par des exigences financières. Voilà. Est-ce que vous sentez que avec Franck McCourt, l'ambition sera véritablement possible pour aller chercher des titres? La première chose, hier j'étais au téléphone après le mercato 1h30 avec Franck. Il me demandait comment est-ce qu'on allait jouer, comment il trouvait l'équipe, comment est-ce qu'on mettrait Harit à jouer. Vraiment, on regarde tous les jours qu'il prend plaisir à suivre l'équipe. Il est beaucoup avec nous. Il est beaucoup engagé dans toutes les discussions sportives de l'effectif. Il est content aussi avec l'amélioration. Il m'a transmis qu'il était content avec ce mercato, avec ce qu'on a fait comme équipe. On a l'ambition. Mais le football, si on parle, l'ambition, c'est de l'argent. Parce que dans ce cas, aucun club allemand il peut être compétitif en Europe. Aucun club espagnol avec les contrôles économiques. Pour moi, l'ambition, ce n'est pas l'argent. L'ambition, c'est être présent. Franck, il est présent. On sait qu'on a un propriétaire solide.
On a un propriétaire qui nous porte de la confiance. On a un propriétaire qui nous porte tous les changements qu'on a eu au club. Il a supporté depuis les premiers jours. Il est content avec les coachs. Quand il parle avec les coachs, il a un soutien des coachs que c'est impressionnant de comment tu vois le niveau d'engagement qu'il a. Si avoir de l'ambition, c'est mettre chaque saison 100 millions d'euros, je ne crois pas dans ce type de football, à dire la vérité. Je crois que nous, comme équipe de direction, on doit chercher toutes les saisons de trouver de l'argent, de trouver de comment faire un effectif encore plus compétitif, parce qu'on considère que les résultats sportifs, c'est ça qui te porte à avoir chaque saison plus d'argent pour faire un meilleur effectif. Pour moi, le football d'aujourd'hui et le football de l'avenir, c'est ça. Je ne crois pas dans un football où il arrive un propriétaire avec des 100 millions d'euros pour faire des choses. Je ne crois pas. Jean-Claude, s'il te plaît. Bonsoir Pablo. Depuis cet été, tu es épaulé par Javier Ribalta. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous avez fonctionné, comment vous vous êtes départagé le travail et comment ça change justement toi dans ton rôle par rapport à l'été dernier, au précédent mercato? On peut dire qu'on a une relation professionnelle que c'est de beaucoup de confiance. On se connaît depuis 10 ans. Et la confiance qu'on a l'un vers l'autre, c'est très important. Javier, il était mon responsable à la Juventus. Maintenant, ça change la position, mais c'est toujours dans le respect et dans la confiance. Qu'est-ce que c'est la chose la plus importante? Dans les moments qu'on voulait faire des changements, dans les moments que Jorge Sampaoli il est parti et on doit décider la direction, c'est la personne qui m'a donné plus de confiance pour prendre la direction qu'on a prise. C'est une personne qui, pendant tous les mercatos, il a supporté les négociations avec les joueurs, il a tenu tous les mercatos, et ça m'a permis, à moi personnellement, d'avoir plus de perspectives, d'analyser les problèmes dans une vision différente. Normalement, si tu es dans les problèmes quotidiens, tu vois moins les problèmes généraux et tu vois les petits problèmes. Ça, c'est la chose la plus importante de pourquoi on a recruté Javier. Normalement, et c'est assez symbolique, non? Mais c'est important de sortir des problèmes quotidiens pour analyser mieux les situations. Mathieu, s'il te plaît. Bonsoir Pablo. J'avais deux petites questions. L'une qui concernait Milik. Tu as parlé de l'histoire du profil tout à l'heure, mais effectivement, on a eu les chiffres de la Juventus qui ont été publiés. Et effectivement, ils sont assez bas, en tout cas, par rapport à un joueur que tu considérais comme un top niveau européen à son arrivée à son poste. Ils paraissent assez bas. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les négociations avec la Juve et ensuite, tu parlais tout à l'heure des offres que vous avez reçues pour des joueurs importants de l'effectif. Est-ce que tu peux, dans cette culture de la transparence totale, parler un petit peu des joueurs concernés et des offres qui ont été reçues, de quel club, etc. Ça serait malhonnête de voler des conversations entre les clubs. Ça, c'est la règle numéro 1 du mercato. Les clubs qui sont malhonnêtes, normalement, ils filtrent les informations. Oui, on a eu des offres de la Premier League pour Gerson. Je ne dirais pas ni les montagnes ni les clubs. C'est un club espagnol. Pour Matteo Guendouzi, il y a eu une offre d'une équipe italienne. Mais on a tenu tous ces agents, tous les joueurs, ils étaient au courant de toutes les différentes opérations, spécialement parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, spécialement pour connaître la situation. Gerson, que c'est un peu son père qui s'occupe de la gestion de lui, etc. Sur la chiffre de Milik, c'est la chiffre de marché. C'était une offre qu'on voulait faire pendant un moment, une situation de transfert permanent. On a eu des propositions que ce n'étaient pas favorables pour les clubs. On considérait que ce n'était pas favorable. Les deux sont venus de l'Espagne, pour être concret. Et on a décidé que c'était mieux de prêter les joueurs pour avoir la valeur de marché dans le futur. Je crois que dans le monde actuel, avoir pour un attaquant que la saison dernière, c'était avec les 41% des minutes de Ligue 1, pour 750 000 euros, plus de 150 000 euros facile en bonus. Je considère que c'est un bon prix de marché pour un joueur avec 41% de participation en Ligue 1.
Xavier, s'il te plaît. Ouais, Pablo. En juillet, on vous interrogeait sur le projet du club sur le court, moyen et long terme, et vous évoquiez les résultats sportifs, l'éthique et l'aspect plus financier, avoir une bonne santé économique. La question toute simple, c'est l'OM, où en est l'OM dans ce projet, et quelle temporalité, combien de temps vous laissez à ce projet? Normalement, pour moi, les courts termes, c'est toujours la saison. Les très courts termes, chercher de gagner le week-end. Maintenant, j'ai gagné chaque 3 jours. Pour moi, planifier à moyen terme, c'est toujours des projets à 3 ans. C'est vrai, si on prend une question un peu philosophique de football, si on prend un projet, je crois que la durée d'un effectif, avec les renouvellements qu'on a parlé d'entre 6 et 7 joueurs, ça se fait chaque saison, mais normalement, tu dois penser à changer la totalité de l'effectif autour des 2-3 saisons. Pour moi, le moyen terme toujours d'un club, c'est comment planifier les prochaines 2-3 saisons. Long terme, c'est toujours 5 ans. 5 ans que tu dois penser à comment investir de l'argent, que le joueur il va avoir des valeurs, comment travailler avec les centres de formation pour faire arriver des joueurs et dans quelle position tu as des joueurs qu'il peut arriver du centre de formation et de chercher de ne pas embêter beaucoup de joueurs et couper la progression des différents joueurs que tu as dans les centres. Tu dois tenir en considération toutes ces questions. Mais si la question c'est court terme, moyen terme, long terme, 1 an, 2, 3 ans et 5 ans toujours. Karim, c'est à toi, s'il te plaît. J'ai 2 petites questions. Pablo, la première, elle a un lien avec le fair play financier. Depuis plusieurs semaines, on entend des rumeurs comme quoi il va y avoir des amendes. Il semblerait qu'elles soient tombées. On parle peut-être de 300 000 euros pour l'OM. Il y a des clubs qui sont plus durement touchés. Et il y a une sorte de mise à l'épreuve sur 3 ans pour essayer de revenir à l'équilibre. Pourquoi l'OM a été sanctionné par l'UEFA, simplement? Bon, sur la question de financial fair play de UEFA, on nous a demandé totale confidentialité sur les accords, que c'est normal et on doit respecter. Aujourd'hui, ils sont communiqués ou ils seront communiqués sur les différentes sanctions. C'est surtout lié aux derniers 3 exercices économiques que les clubs ont fait. Spécialement, c'est une sanction liée à comment les clubs se comportent sur les 3 derniers exercices économiques. C'est aussi vrai qu'avec la nouvelle réglementation de Financial Fair Play, ils ont été ouverts et ont tenu en considération la situation des différents clubs avec le Covid. Mais on considère que faire un settlement agreement avec UEFA, c'était une situation positive. C'est pour ça qu'on a rentré dans la négociation avec UEFA, surtout parce que nous sommes très sûrs des projets qu'on va délivrer pendant les prochaines 3 saisons, spécialement parce qu'avec l'accord qu'on a avec UEFA, c'était une situation de rentrer dans un bilan économique avec un chiffre bien clair. Et nous sommes sûrs qu'on est capable de pouvoir avoir ça. Et nous sommes contents aussi de la confiance que UEFA nous a donnée et ils sont cru dans nos projets économiques et sportifs du club. Et ma deuxième question, elle concerne la formation, du coup, parce qu'il y a eu des changements. Il y a eu l'arrivée de Marco Otero. Tout à l'heure, vous avez parlé des joueurs qui sont arrivés. Aussi, il y a quand même Bartu Gelmaz, il y a CA, il y en a pas mal qui sont arrivés. Peut-être plus aussi dans l'optique et de la Youth League et de la N3, qu'il va falloir essayer de remonter au plus vite. Quel est le véritable projet de la formation de l'Olympique de Marseille aujourd'hui? Bonne question. On a fait beaucoup de changements. Spécialement, on a cherché d'augmenter. La première question aussi, c'était augmenter le niveau d'exigence au sein des centres de formation. C'était la première question qu'on a cherché de faire. Pour ces raisons qu'on a pris Marco Otero, je crois qu'on a beaucoup discuté. Pour nous, on le considérait un des meilleurs formateurs en Europe. C'était aussi ma choix que j'ai fait dans le moment que j'ai dû rechercher un directeur du centre de formation en Espagne. Maintenant, comme directeur technique du centre de formation, il est quelqu'un qu'on considère qu'il a tout en place pour pouvoir changer le projet. Il faut rappeler que ce qu'il a fait à Valence, c'était un travail extraordinaire. Si on prend la première équipe de Valence aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui viennent du centre de formation, des joueurs qui étaient au club et je ne croyais pas, ils sont devenus beaucoup mieux joueurs avec Marco Otero, c'est la vérité.
qu'est-ce qu'on a comme projet pour les centres de formation? Ce n'est pas la N3, ce n'est pas la Youth League, c'est la formation. On ne fait pas des équipes pour chercher de faire un bon résultat en Youth League cette saison ou de faire monter la N3. C'est important surtout d'avoir de la logique et de chercher d'avoir le plus haut nombre de joueurs de l'équipe première qui viennent du centre de formation. On va voir ce soir avec les listes UEFA, on a un problème à l'OM. On a un très grand problème à l'OM. On n'a pas de joueurs qui viennent du centre de formation. Ça, c'est un grand problème. Il faut réfléchir sur ça. Pourquoi? Pour moi, voir Wesley Fofana, qui vient de Marseille, il est vendu à la chiffre qu'il était vendu. Il est Marseillais, jamais il a joué à l'OM. Ça me fait réfléchir. Et on doit réfléchir comme club de pourquoi on n'a pas de joueurs dans la première équipe qui vient du centre de formation. Pourquoi un Wesley Fofana? Pour dire un nombre. C'est de Marseille, ou Jérémy Borac, hier il était pour aller à Leicester, finalement c'est sauté. C'est de Marseille, et jamais il a joué à l'OM. On doit réfléchir. C'est pour ça qu'on prend des décisions, parce que notre ambition, c'est d'avoir un nombre haut dans le futur des joueurs qui viennent du centre de formation et s'installent dans l'équipe première. Pour équilibre économique, pour remettre les sens d'appartenance, que c'est important. Si on donne une bonne mentalité dans les centres de formation, pour avoir cette mentalité que tu prends depuis que tu es petit et tu portes à l'équipe première, c'est la culture du club. Aussi, c'est un sens d'identification avec nos supporters. Avoir des joueurs de centre de formation, c'est très important, parce que c'est le rêve de tous supporters. Jouer à l'OM, être amant, être de Marseille, arriver à l'OM. Notre projet de centre de formation, c'est clair. On doit travailler beaucoup sur la région. On doit améliorer le recrutement sur la région. On doit avoir un nombre de joueurs marseillais important. Pour ça, il faut travailler. Aujourd'hui, j'ai parlé ce matin avec Marco et qu'il me disait, bon, quand vous étiez à voir l'entraînement, j'étais marchant avec Marco. Marco m'a dit qu'il y a 7500 licences de moins de 10 ans dans notre région. C'est impressionnant. Ça, c'est notre force. Et on doit savoir et faire un projet pour canaliser la force, parce que le nombre de licences, c'est énorme. Sur la Ligue Méditerranée, 7500 licences, m'a dit Marco. C'est un nombre très important. On doit travailler, on doit donner de la mentalité, on doit donner de l'exigence. On doit travailler beaucoup avec les joueurs, avec une méthodologie de travail importante. Pour moi, les centres de formation, c'est comme l'école. Tu dois avoir un programme scolaire. Un programme scolaire que ça te porte améliorer chaque saison et avoir de la cohérence. Tu ne peux pas enseigner de la mathématique avancée, de lauréat des mathématiques à un gamin de 10 ans. Tu devras apprendre à assumer, à rester, à multiplier, à diviser. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est le projet pour arriver, c'est l'objectif du club, en 3 ans et 5 ans, avoir un nombre de joueurs stables dans l'équipe première. Et c'est très important pour nous comme club. Fabrice, si tu veux bien. Pablo, je reviens un peu sur l'actualité chaude du jour, c'est encore Bamba Dieng. Un peu plus tôt dans la journée, il y a eu ton homologue niçois, Jean-Pierre River, qui a dit on regarde si on peut le faire un peu différemment. Autrement dit, il avait envie un peu de baisser l'indemnité de transfert, si on a bien compris. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore eu Jean-Pierre River ou des dirigeants niçois? Est-ce que tu es toujours en négociation ou est-ce que pour toi, la piste Nice pour Bamba Dieng, c'est définitivement fini? Il y a un accord et il n'y a pas de négociation. C'est seulement acté un accord. Il y avait un accord. Il n'y a pas de négociation. On va enchaîner avec toi, Michel, s'il te plaît. Merci. Président, vous avez salué tout à l'heure les supporters. On sait que vous les rencontrez assez régulièrement. L'année dernière, il y a eu pas mal d'incidents en Coupe d'Europe qui ont fait que l'OM a été suspendu partiellement en demi-finale de Coupe d'Europe. On ne sait pas si ça a eu un rôle, mais les faits sont là. Est-ce que vous les avez rencontrés en ce qui concerne l'utilisation des fumigènes, l'utilisation des lasers? Est-ce que vous avez des réunions là-dessus? Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenue de Francfort? On sait que les Allemands se déplacent en très grand nombre. Est-ce que c'est même si vous avez beaucoup géré le mercato, est-ce que c'est un sujet de réflexion que vous allez avoir dans les jours prochains?
C'est un sujet de réflexion et c'est un sujet de responsabilité comme dirigeant du club. Bien sûr qu'on discute avec nos supporters, bien sûr qu'on transmet la position du club, que c'est d'avoir un stade qu'on comprend ce que c'est Marseille, qu'on comprend les ferveurs de nos supporters, mais aussi on comprend la sécurité. Et aussi on comprend qu'il y a tous les types de supporters. Il y a les virages, il y a les familles, il y a des jeunes enfants qui veulent venir dans un stade sans incident. C'est normal, c'est pas plaisant pour personne, je crois, de voir des incidents dans la rue entre des supporters de différentes équipes. Et nous, comme club, on condamne dans tout moment tous les incidents qu'il y a entre supporters. C'est pour ça que nous, comme club, on a une position très sincère, très ferme, avec de très bonnes relations avec nos supporters, bien sûr, mais spécialement qu'on condamne tous les incidents et on voulait faire en compétition européenne des matchs du championnat sans aucun type d'incident. Ça, c'est l'objectif prioritaire du club. On connaît, on parlait avec Pedro, qui est ici, on parlait du match contre Eintracht Francfort. On connaît ce qui s'est passé au Camp Nou la saison dernière, etc. Nous sommes un club aussi qui cherche de travailler dans l'anticipation, d'éviter qu'il y ait des problèmes entre les supporters, de chercher de respecter toujours nos supporters, mais aussi avec un stade en sécurité et avec son ferveur. Alors, vas-y, Pour Karim. rebondir sur cette question, sur le sujet des supporters, quelle est la position de l'Olympique de Marseille et de son président sur les interdictions de déplacement de l'OM? On en a déjà vu une, c'était un match particulier, je suis d'accord, mais l'année dernière, il y a eu énormément de soucis. Les supporters n'ont pas pu se déplacer régulièrement. Il y a eu la suspension sur la dernière partie de l'année 2021, mais comment faire en sorte que l'OM puisse avoir ses supporters à l'extérieur le plus souvent possible? Notre position, c'est clair. On veut toujours nos supporters avec nous. Pour nous, nos supporters, c'est important. Et je prends un point de la question antérieure, spécialement qu'il y a une corrélation des résultats entre les matchs qu'on a fait à domicile la saison dernière et l'absence de public. Il y a une corrélation avec les résultats, pour ça que c'est très important d'avoir nos supporters avec nous. On sait comment c'est important pour nos supporters de faire les déplacements. Je crois que c'est quelque chose aussi culturel avec nos supporters. Notre position, c'est ferme. On veut toujours avoir nos supporters avec nous. C'est important pour nous. Et on considère aussi, j'ai voyagé tout le monde, l'unique championnat où il y a ce type d'interdiction, c'était les championnats argentins. Voir les championnats argentins sans les supporters d'adversaires, vraiment que j'ai beaucoup regardé des matchs en Argentine, c'est triste. C'est pour nos supporters, parce que c'est important, mais la position du club, c'est de permettre toujours des déplacements des supporters, quelle que soit l'équipe, parce qu'on considère que le football, c'est fait pour les supporters. Pour votre information, ils seront 1100 à Auxerre et entre 1200 et 1500 à Tottenham. Jean-Claude, à ton tour, s'il te plaît. Je reviens sur le mercato. Est-ce que tu peux nous dire, sur tous les mouvements opérés, là, quelle a été l'opération la plus satisfaisante pour toi? Quelle est celle qui a été la plus difficile à mener, à finaliser? Quelle est celle qui a été la plus facile? Et est-ce qu'il y en a une qui ne s'est pas réalisée et pour laquelle tu as des regrets? Individualiser, c'est compliqué. Spécialement, je considère que toutes les opérations du mercato sont vraiment compliquées. Sont des opérations compliquées où il y a beaucoup de temps de préparation, de négociations, bien penser chaque situation. Il y a des situations qu'on parlait depuis longtemps avec Alexis, c'est que finalement c'est le bon moment pour faire. Il y a des situations comme Eric Bailly qui ont été en stand-by pendant 3 semaines. Chaque négociation, c'est différent. Si je dois parler à titre humain, j'étais très content de revoir hier, par exemple, Amin Harit, parce que c'est la dernière fois, c'est la 2e fois qu'on lui porte jusqu'au dernier jour de mercato, et c'était quelque chose un peu qu'on a parlé entre nous. Ça me fait plaisir, surtout parce que c'est quelqu'un qui est très important à l'intérieur d'un vestiaire. Amin, c'est quelqu'un, la saison dernière, que c'était un joueur qui apportait beaucoup de bonheur. Dans les moments difficiles, il a travaillé très dur pour sortir de cette situation. Mais je crois qu'individualiser, quelle est ta opération préférée, la plus difficile? Je crois que chaque opération, c'est un chapitre d'un livre, que c'est la saison. Et chaque chapitre, il a ses particularités, toujours. Je me rappelle de toutes les opérations que j'ai faites pendant toute ma carrière. Chaque opération, il a des moments particuliers. Florent, s'il te plaît. Oui, Pablo. Je voulais juste revenir sur le départ de Rolf Sampaoli.
Vous êtes souvent sincère, mais peut-être que vous pouvez pas tout dire. Moi, j'ai le sentiment, enfin, j'ai du mal à croire que vous ayez attendu comme ça le départ de Rolleré Sampaoli pour vous dire ah, tiens, on va changer de système de jeu, on va changer de mentalité. J'ai l'impression peut-être que ce départ vous a libéré. Alors, vous avez énormément de respect, je suppose, pour Rolleré Sampaoli, donc peut-être que vous ne pourrez pas le dire ainsi, mais est-ce que quelque part Sampaoli n'était pas un coach trop présent, un peu oppressant, et quelque part, est-ce que vous n'avez pas mûri ce départ-là la saison dernière, pendant qu'il était déjà en poste? Je crois que tous les coachs sont différents. Et je crois que tous les coachs du monde, ils sont en groupe de WhatsApp à 2 heures du matin, qu'ils s'écrivent, que personne ne connaît, ils se disent tous les entraîneurs la même chose. Parce que tous les entraîneurs sont similaires, parce qu'ils cherchent tout le monde de mettre de la pression, ils cherchent tout le monde d'avoir les meilleurs résultats, parce que tout le monde travaille pour le même but, que c'est d'avoir les meilleurs effectifs possibles et avoir un niveau d'exigence que c'est haut. Ce qu'on voulait faire, c'était une équipe plus physique. À dire la vérité, je suis sincère, on voulait faire ce type de changement après une saison. Après une saison, on voulait, oui, on voulait faire un changement dans direction vers un football plus physique. C'était des conversations qu'on avait eues avec Jorge Sampaoli, mais on considérait qu'encore le projet de l'OM avait Jorge Sampaoli comme entraîneur pendant une saison en plus. Dans le moment qu'on fait un changement de coach, ça se pose beaucoup de questions, spécialement quel type de football est-ce qu'on veut mettre en place. On veut donner de la continuité ou on veut prendre la direction qu'on voulait prendre un an après. On a opté pour faire ça. En anticipant, on savait que ça pouvait poser des problèmes avec des différents joueurs dans l'effectif qu'on considérait qu'il était plus adaptable à une philosophie de jeu comme lequel de Jorge Sampaoli, mais on a cherché d'anticiper tous les changements qu'on voulait faire au club dans un an. Xavier, s'il te plaît. Ouais, Pablo, vous êtes dans le milieu du football depuis plus de 10 ans. Vous connaissez très bien le terrain et les coulisses. Quel regard vous portez sur l'évolution de l'entourage des joueurs, notamment les agents et les intermédiaires? Merci. Pour moi, c'est très clair. Ma position là-bas, il doit y avoir une régulation. Ça doit être bien réglé. Il faut un règlement. Il faut que les agents ils passent des examens. Il faut que les négociations soient faites par des vrais agents, des gens qui sont passés un examen, qui sont prouvés qu'ils peuvent faire le métier. Je suis d'accord. À dire la vérité, on peut réfléchir. Et ça, c'est une idée générale que j'ai depuis longtemps, de faire les commissions d'agents en fonction de ton niveau prouvé et de ton niveau de capacité. Je ne sais pas, tu peux avoir un 6% sur les salaires si tu es catégorie A d'agent, catégorie B d'agent, catégorie C que tu commences, si tu as passé l'examen, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Je crois que c'est comme un système de points. Plus de points tu as plus droit à gagner de l'argent. Moins de points tu as, parce que comme ça, c'est une question aussi dans laquelle tu peux réguler la profession. Je crois que la liberté de la profession d'agent, ce n'est pas positif. Spécialement parce que je crois que dans le football, c'est une des questions, on a mis des règles dans le football, contrôle économique, comment faire des transferts, le nombre de prêts entre joueurs pour éviter des clubs qui achètent beaucoup de joueurs après pour prêter des joueurs, comment faire les transferts. Je crois que c'est bien avoir des limitations, mais c'est la vérité aussi que pour faire l'agent, dans ce moment, il n'y a pas aucun type de régulation. En France, oui. En France, oui, parce qu'il y a un examen, il y a des agents FFF. C'est la vérité aussi qu'il y a beaucoup de gens sans licence qui font les métiers. C'est la réalité. À l'étranger, ce n'est pas régularisé dans beaucoup de pays. Il faut un normatif qui vient de FIFA unique, avec un système de commission, avec un système d'examen, avec un système de supervision, avec un système de prouver tes compétences. Pour moi, c'est très nécessaire maintenant dans le football actuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On s'arrête là. Vas-y, Karim. On profite un peu. Moi, je voulais savoir un petit peu, par rapport à la période Covid là, qu'on vient de passer, comment se passe vraiment le mercato
parce qu'il y a des évolutions. On dit qu'il y a des évolutions tous les 2 ans, presque quasiment toutes les années. Là, on a eu quand même 2 années très compliquées. Il y a beaucoup de clubs qui ont été en difficulté, qui ont eu des restrictions budgétaires, financières. Là, cet été, ça semble repartir un petit peu à la hausse, même s'il y a, je crois pas me tromper, aucun joueur qui a été recruté à plus de 100 millions d'euros, contrairement à d'autres années. Comment ça se passe véritablement en 2022, le mercato, et aussi pour l'Olympique de Marseille, quoi. Le mercato, si on analyse, il y a trop de différences entre un championnat et les autres. Je crois que la Premier League, il faut réfléchir à comment il prend la dimension. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut se poser la question. Newcastle, ils ont recruté Isaac de la Real Sociedad à 70 millions d'euros. Ils ont recruté les défenseurs de Séville, Pepran, une équipe comme Aston Villa, Diego Carlos, dans une équipe qui joue la Champions League, ou même Bouba Kamara, qui part d'ici, qui joue la Champions League, dans une équipe comme Aston Villa. Ça dit de comment il a pris de la dimension la Premier League en relation à des autres championnats. Je crois que la période Covid, la conséquence directe, c'était un descente dans les marchés de l'Espagne, spécialement pour les contrôles économiques, de l'Italie, qui s'est de plus en plus concentré à faire des opérations à l'intérieur, et du marché allemand, qui font des investissements en jeunes joueurs, et des joueurs allemands un peu entre eux, mais surtout avec des investissements avec les jeunes joueurs. Je considère que l'impact Covid, il a été important en France, mais que le marché français, c'est un marché que ça fonctionne. À dire la vérité, si on prend la chiffre de beaucoup de clubs, ce sont des clubs qui sont investis dans le marché, plus que beaucoup de clubs espagnols, plus que beaucoup de clubs italiens, et ça, c'est une question de santé. Et comme personne qui fait des mercato, je suis content de voir que les autres équipes aussi prennent de bons joueurs. Je crois que le niveau des championnats, ça a augmenté, spécialement parce que la France, c'est un pays qui maintenant il joue beaucoup au mercato. En même temps, pour l'OM, qu'est-ce que ça nous change? Pour nous, ce qui nous change spécialement dans la période de Covid, c'était à chercher de tenir mieux la masse salariale. Éviter la grande différence entre les joueurs, et spécialement chercher de déclencher beaucoup dans le temps, de mettre beaucoup de paiements dans le temps, spécialement dans les transferts, pour éviter un an que peut-être que tu ne vas pas Champions League, un an de difficultés de trésorerie, un an avec une pandémie, de chercher de mettre dans le temps le plus nombre de paiements possible pour éviter d'avoir un an où tu as un déficit de trésorerie très important. Je crois que ça, c'est la question que le Covid il a fait beaucoup réfléchir à des clubs pour ne pas avoir beaucoup de dépenses concentrées sur une saison. Merci Pablo pour ces informations. Merci à tous. Merci.